cette année, on s'est donné un petit thème agricole. Voilà, on a déjà abordé plusieurs modules, la PAC notamment, pour essayer de mieux comprendre ça. On a essayé d'aborder un petit peu la gestion des pollutions diffuses jeudi après-midi sous forme d'atelier. Et puis aujourd'hui, on essaie de donner un peu la place aussi à l'élevage, en se posant la question de l'eau et l'élevage. Et puis là, l'idée, c'est d'échanger sur une expérience notamment qui est de l'abreuvoir solaire en berge, en fait, jusqu'aux mesures en fait qui permettent de repenser l'eau à l'échelle des exploitations. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, dans les syndicats de rivière, on est plutôt, on part d'abord du cours d'eau, hein, souvent. Voilà. Et donc là, on aura trois intervenants. Donc Étienne Bourri pour le syndicat mixte Gartempe, SMAPGA, du bassin de la Gartempe. Et puis, on aura Jean-Emmanuel Vernon et Emmanuel Etch aussi de la Chambre d'agriculture de Haute-Vienne, qui vont vous parler un peu aussi de leur lien avec les exploitants et les différentes mesures liées à l'eau, en fait, hein, qui peuvent les concerner. Voilà. Et donc, tout ça ensemble, c'est ce qui fait un projet illustré par celui que vous allez nous montrer aujourd'hui. Voilà. Ça y est, je peux te passer la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter en fait des dispositifs agricoles sur notre territoire et notamment l'aspect technique par rapport à l'abreuvement et au pompage solaire. Alors, Emmanuel va mettre en plein écran le diaporama. Donc, je ne sais pas. Ouais. Vous voyez quelque chose? Pas encore. Ça va arriver. Oui, rappelons que vous êtes dans le même bureau, mais pas au même ordinateur. C'est pour ça qu'il y a les masques. On comporte le masque, parce que pour des petits problèmes techniques, en fait, on est obligé de se retrouver en fait tous les trois dans la même pièce, dans le même bureau. Hein. Donc, on va essayer de gérer, du coup, on a trois écrans, on va essayer de gérer un peu comme on peut. Alors, en fait, la présentation, en fait, elle va se découper en 5 parties. Il y a une première partie qui sera en fait la présentation du contrat territorial et de la masse d'eau sur laquelle on est intervenu et puis les problématiques. Mais là, on va dire, on va passer très très vite sur cet aspect-là. Ensuite, on va parler des dispositifs complémentaires au CTMA, notamment tous les outils agricoles qui ont été mis en place sur ce territoire. Ensuite, on aura une petite vidéo qui présentera le GAEC sur lequel on a intervenu et les différents aménagements qui ont été réalisés. Et ensuite, en fait, on interviendra sur la présentation technique en fait, de deux systèmes qui ont été mis en place, un système de pompe solaire immergée et un système de pompe solaire en surface dans un cours d'eau. Okay. Voilà. Et donc, en fait, on va essayer, n'hésitez pas à poser des questions et en fait, on fera des pauses de questions à la fin de chaque partie. Hein. Alors, on va déjà présenter les structures. Notre syndicat, nous, c'est le syndicat mixte d'aménagement du bassin de la Gartempe et des affluents. En fait, on intervient sur la Haute-Vienne et une toute petite partie de la Creuse. On est un territoire qui est assez vaste, qui comporte 67 communes, 5 communautés de communes, mais très peu peuplé, en fait. Hein, 41 000 habitants pour 67 communes. Et on a un réseau hydrographique qui est relativement dense, avec à peu près 2500 km de cours d'eau. Hein. Voilà. Donc, sur ce territoire, on porte deux contrats territoriaux. Aujourd'hui, on a un contrat territorial qui est sur le nord de notre territoire qui concerne l'Anglin, qui est un gros affluent de la Gartempe. Et sur la partie, on va dire la majeure partie de notre territoire, on est sur le contrat territorial milieu aquatique bassin de la Gartempe amont, qui était précédemment le contrat de rivière Gartempe. On va y revenir parce qu'à l'époque, les aménagements ont été faits dans le cadre du contrat de rivière Gartempe. Hein. Un CTMA qui est porté sur le nord, qui est coordonné par notre syndicat, et sur le contrat de rivière Gartempe, qui est coordonné par le syndicat mixte contrat de rivière Gartempe, avec différents maîtres d'ouvrage partenaires, et notamment donc, la Chambre d'agriculture.
Donc la Gartempe est un affluent rive gauche de la Creuse, qui est dans le grand bassin versant de la Vienne. Aujourd'hui, on a un CTMA qui est en cours, c'est un CTMA 2019-2022, mais les actions qui ont été mises en place, en fait, qui seront présentées, en fait, c'est des actions qui ont été mises en place dans le cadre du contrat de rivière Gartempe 2011-2016, qui couvre l'ensemble du territoire de la Gartempe Limousine. En fait, des sources de la Gartempe en Creuse vers Guéret jusqu'à la sortie de la Gartempe en fait, de la Haute-Vienne. Le contrat de rivière en fait, avait différents enjeux. Je pense que c'est les enjeux que vous retrouvez classiquement dans les CTMA. Donc l'enjeu morphologie, écologie-restauration des milieux et des espèces aquatiques. Un enjeu qualité de l'eau, amélioration de la qualité de l'eau, parce qu'on a un gros enjeu en plus à eau potable sur notre territoire. Ensuite, un enjeu attractivité du territoire, valorisation du bassin versant de son patrimoine. Et ensuite, tout ce qui va être animation et suivi du contrat de rivière. Et on va, là, les actions en fait, ont été réalisées surtout par rapport à l'enjeu 1, notamment l'enjeu morphologie pour la lutte contre l'érosion des berges et l'ensablement des lits. On travaille également sur tout ce qui va être restauration de la continuité écologique, la gestion des étangs, la gestion quantitative, la préservation et gestion des zones humides et le suivi et la gestion des espèces. Concernant l'Abrame, là j'ai mis un état des CE 2009 parce que en fait, c'était l'état de référence dans le cadre du contrat de rivière Gartempe. L'Abrame en fait, était un cours d'eau fortement dégradé. L'objectif d'atteinte du bon état en fait, était prévu pour 2021, notamment pour des raisons de problématiques morphologie, ensablement du lit et des problématiques hydrologie. À savoir qu'en fait, sur le bassin versant de la Gartempe, on a toute la partie nord du territoire qui est un peu plus concernée par des problématiques d'hydrologie et notamment d'assec sur cette partie de territoire. Raison pour laquelle aussi on s'intéresse beaucoup à la problématique ressources en eau par rapport aux exploitations et notamment par rapport à l'abreuvement. Oui, parce que j'ai oublié de dire qu'on est sur un territoire en fait à dominante élevage. Élevage bovin sur la majeure partie du territoire et ovin sur une autre partie du territoire. Et sur le nord, on commence à basculer sur de la polyculture. Mais Emmanuel, je pense, rappellera tout ce contexte. Donc, comme je disais, en fait, l'enjeu principal sur l'Abrame, c'était morphologie, hydrologie. Ce qui nous a permis de travailler, développer tout un volet agricole sur le contrat de rivière Gartempe. Ce volet agricole a été développé pour une partie par notre syndicat pour toute la partie abreuvement, mise en défense des berges sur les cours d'eau vraiment prioritaires. Et un autre volet a été développé par la Chambre d'agriculture sur l'ensemble en fait, de la masse d'eau. Par un travail sur les diagnostics individuels d'exploitation, d'animation agricole, la mise en place à l'époque des MAET et puis des animations de sensibilisation aux bonnes pratiques. Voilà, donc je vais passer très vite fait sur la présentation du territoire, parce qu'en fait, le but de la visio, c'était quand même de basculer très rapidement sur l'aspect technique. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette première partie, avant de parler plus précisément du volet agricole. Pour l'instant, je ne vois rien sur le chat. Donc, effectivement, vous êtes voilà, ce qu'il faut comprendre, on est en territoire granitique. Tu parlais d'enjeux d'eau potable parce qu'en grosso modo, vous n'avez pas vraiment de nappe particulière pour l'eau potable, c'est ça? Donc, c'est pour ça que du coup, il y a… Alors, aujourd'hui, on a des cours d'eau qui sont de relativement bonne qualité, on va dire, par rapport à d'autres territoires. Par contre, par rapport à l'aspect quantitatif, effectivement, le bassin versant de la Gartempe alimente quasiment tout le département de la Haute-Vienne en eau potable par des prises d'eau, des pompages en surface et alimente également, on exporte beaucoup d'eau potable en fait du bassin versant sur toute la Haute-Vienne quasiment. Sur une partie de la Creuse aussi, il y a une partie de l'eau de la Gartempe qui part sur la souterraine et une autre partie qui part également sur Guéret.
Donc, il y a vraiment un enjeu, et c'est que de l'eau de surface, donc on a vraiment un enjeu quantitatif et qualitatif sur ce territoire. Oui, on a. Alors, la ville de Limoges est propriétaire d'un gros barrage d'alimentation en eau potable et de 3 étangs d'alimentation d'eau potable sur notre territoire, qui est propriété de la ville de Limoges, qui alimente toute l'agglo de Limoges et qui alimente également jusqu'à Rochechouart, en fait, tous les réseaux potables jusqu'à Rochechouart sur le sud du département, en fait. Ok, c'était une question de Fabien sur le chat. D'accord. Donc, on va passer au volet agricole, s'il n'y a pas de questions. Ouais. Je vais laisser la parole à Emmanuel. Alors là, il y a l'effet de cathédrale. Hein. Voilà, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Ah, ça résonne un peu. Non, c'est bon. Donc, c'est mieux. Donc, je suis Emmanuelle Etch. Je travaille à la Chambre d'agriculture. Ça fait depuis 2012 avec Étienne qu'on travaille ensemble sur le territoire de la Gartempe. Donc, très rapidement, pour introduire, juste pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est une chambre d'agriculture, c'est un organisme un peu particulier puisqu'on est un organisme consulaire, un peu comme la Chambre de commerce et de l'industrie ou encore la Chambre des métiers, c'est-à-dire qu'on a un rôle consultatif. Donc, la Chambre d'agriculture est consultée par l'État, par les collectivités sur plusieurs sujets pour représenter le monde agricole. Et après, on a vraiment un rôle plutôt d'intervention sur le terrain auprès des agriculteurs, mais aussi des collectivités pour faire du conseil technique, des formations, apporter une expertise sur différents domaines. On a aussi des programmes de recherche et développement, notamment autour de l'agronomie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, dans les chambres d'agriculture, c'est vrai qu'il y a plusieurs compétences. Donc, nous, on est plus orientés sur l'élevage, l'agronomie, un petit peu les productions végétales, mais on retrouve aussi tout ce qui est environnement, l'agriculture biologique, la gestion de la forêt, de la haie, les énergies renouvelables et toutes les actions vraiment en lien avec les territoires. Et donc, pour la particularité de la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne, en fait, on est basé à Limoges et on a 4 antennes sur le département. Si j'arrive à passer à la diapo d'après. Ah, c'est bon. Donc, moi, je vais vous parler plus particulièrement de la complémentarité entre les outils, sachant que l'outil socle, c'est bien le contrat territorial milieu aquatique que vous connaissez, donc soutenu par l'Agence de l'eau, la région, porté par un syndicat et puis avec un ensemble de maîtres d'ouvrage. Donc, dans ce cadre-là, nous, la Chambre d'agriculture, on porte des actions agricoles qui sont la réalisation de diagnostics individuels d'exploitation et du temps d'animation agricole. Donc, on est sur des enjeux visant à concilier l'activité agricole, donc principalement l'activité d'élevage, avec la préservation de la ressource en eau. Donc, comme le disait Étienne, on est vraiment sur une zone d'élevage où 3/4, par exemple, des milieux humides se trouvent en zone agricole. On a une forte problématique, comme on l'a vu, de morphologie des cours d'eau et dégradation des berges par le piétinement du bétail. Et donc, c'est principalement pour ces enjeux-là qu'on propose ces actions de diagnostic individuel d'exploitation. Ensuite, une fois que le contrat territorial est monté, que les orientations sont données, les bassins versants prioritaires identifiés, on a proposé, on a candidaté en fait pour être opérateur de projets agro-environnementaux et climatiques. Donc, ça a démarré en 2012 sur la Gartempe avec à l'époque les MAE territorialisés. Maintenant, on parle de projet agro-environnemental et climatique. C'est le C qui s'est rajouté finalement, mais on est toujours bien sur un fonctionnement de mesures agro-environnementales et climatiques.
Donc là, c'est la région qui pilote le dispositif. Et donc, la Chambre a été reconnue opérateur pour intervenir et proposer différentes MAE. Il y avait plusieurs enjeux. L'enjeu stockage du carbone. Donc, par rapport à ça, il y a une MAE système qui était ouverte sur le Limousin. Une MAE qu'on appelle finition par rapport à la problématique élevage, engraissement. Et ensuite, on avait des MAE eau sur les CTMA et des MAE biodiversité sur les sites Natura 2000, où là, on a travaillé avec un ensemble de partenaires déjà animateurs sur ces sites Natura 2000. Donc moi, je vais vous parler plus particulièrement après des MAEO qui ont été mis en place sur la Gartempe par rapport à ce volet-là. Et le troisième outil qui nous a permis aussi d'aller plus loin dans les objectifs du CTMA, c'est le PCAE infrastructure agroécologique. Donc PCAE, vous avez peut-être entendu parler, c'est le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations. Donc c'est un dispositif porté par la région qui se compose à l'intérieur de plusieurs dispositifs agricoles. Et il y en a un plus particulièrement qui touche à l'environnement, qui s'appelle donc infrastructure agroécologique, et qui vise à préserver la qualité de l'eau, limiter l'érosion, préserver la biodiversité ou encore le paysage. Donc, par rapport à ça, il y a plusieurs... ce dispositif-là, en fait, finance l'implantation de haies, d'arbres isolés, de bosquets, de mares, et aussi la mise en défense de cours d'eau et donc de manière annexe la mise en place d'abreuvoirs, puisque quand on met en défense le cours d'eau, on a d'autres choix que de proposer quand même un abreuvoir pour l'exploitant. Donc c'est principalement ce levier-là qu'on a activé, même si on a fait quelques dossiers de plantation de haies, mais là on va parler vraiment de l'enjeu plutôt abreuvement. Donc, comment ça s'articule? Ce petit schéma, c'est pour vous expliquer un peu comment on a travaillé depuis 2012. Donc, au sein en fait, du CTMA Gartempe, on avait identifié plusieurs bassins prioritaires, dont celui de la Brame, qu'a évoqué Étienne. Donc, on a vraiment essayé d'avoir une logique de bassin versant. Donc, on a réuni l'ensemble des agriculteurs de ce bassin versant avec Étienne. On leur a présenté un petit peu le CTMA, les missions de chaque structure. Et l'objectif, c'était de les orienter au maximum vers la réalisation d'un diagnostic individuel d'exploitation. Je vous présenterai après en quoi ça consiste. C'est en fait notre outil qui va nous permettre finalement d'orienter les exploitants vers un panel d'outils. Donc là, je vous parle plus particulièrement des MAEC, des abreuvoirs sur cours d'eau prioritaires. En fait, c'est les abreuvoirs que Étienne a identifiés comme prioritaires dans le cadre du contrat territorial. Donc là, il y a une enveloppe CTMA qui permet déjà de faire des aménagements sur les exploitations sur des cours d'eau prioritaires. Et après, en orange, vous avez abreuvoir sur cours d'eau annexe. En fait, l'idée, c'est que l'exploitant puisse aménager aussi des abreuvoirs sur souvent les petits affluents qui ne sont pas traités dans les priorités du CTMA, mais qui chez nous sont aussi beaucoup piétinés. Donc, on les prend en compte et on essaye d'avoir, au travers de ce DIE, une vision globale de ce qu'on peut proposer sur l'exploitation agricole. Et en parallèle, bien sûr, on a du temps d'animation qui permet justement de fluidifier un petit peu tout ce parcours-là, de pouvoir faire le lien entre tous ces outils, mais aussi intervenir sur d'autres bassins qui sont moins prioritaires sur le CTMA et de ne pas laisser de côté certaines sollicitations qu'on peut avoir des agriculteurs. Alors, attends, est-ce que je peux voir les questions? Est-ce que c'est bien la Chambre d'agriculture qui porte la maîtrise d'ouvrage et le syndicat? Oui, c'est la Chambre d'agriculture en fait, qui est maître d'ouvrage dans le cadre du contrat pour réaliser les diagnostics et avoir du temps d'animation. Et après, voilà, pour tout ce qui est abreuvement, c'est le syndicat qui a la compétence dans le cadre du contrat territorial. Et nous, on aide les agriculteurs après à déposer des dossiers PCAE, infrastructure agroécologique, pour compléter l'approche contrat territorial, en fait.
En quoi consiste cet outil de diagnostic individuel d'exploitation? Donc, en fait, c'est vraiment un outil d'approche globale qu'on a partagé avec les partenaires du CTMA. Donc, en fait, l'idée, c'était de comprendre le fonctionnement de l'exploitation, avoir une idée des performances de l'exploitation d'un point de vue agronomique, économique, social, environnemental. Donc, vraiment avoir un petit peu une vision globale de toutes ces thématiques-là pour pouvoir finalement répondre aux besoins de l'exploitant et essayer de lui proposer un projet. Alors, ce n'est pas toujours facile. Il y en a voilà, qui sont en rythme de croisière, qui ont besoin de rien. Il y en a d'autres qui, à l'inverse, auront des projets et on va pouvoir un peu les orienter vers notamment les objectifs du CTMA à travers les outils du CTMA, mais pas que. Donc, le petit schéma en dessous vous présente vraiment le contenu du diagnostic. Donc, en fait, on a un socle commun qui permet voilà, de récolter un peu toutes les données générales qu'on a dans les diagnostics d'exploitation pour un petit peu voir dans quel système de production on est, combien il y a d'UTH, combien il y a d'UGB, tous ces indicateurs-là qui vont nous permettre d'appréhender l'exploitation. Ensuite, on a vraiment un volet chez nous sur le pâturage et l'autonomie fourragère parce que donc on est en zone d'élevage, on a 80% de la surface qui est en prairie. Donc la première chose, c'est quand même évidemment de bien gérer ces prairies. Déjà pour l'exploitant, pour être autonome du point de vue fourrager, parce qu'on l'a vu avec les dernières sécheresses, on a été beaucoup impactés, nous, 2018, 2019, 2020. Et donc, il y a certains exploitants qui vraiment étaient en difficulté au niveau des stocks fourragers. Donc, c'est vrai qu'on refait un point sur la cohérence du système de pâturage par rapport à cet objectif-là. Et c'est par ce biais-là qu'on regarde les chargements les chargements au global, chargement animal sur l'exploitation. Et c'est par ce volet-là aussi qu'on peut intégrer tout ce qui est gestion des zones humides. Ensuite, on a un volet plus particulièrement aussi sur l'abreuvement et l'autonomie en eau pour traiter du problème de la morphologie des cours d'eau, mais pas que, refaire un point sur la gestion globale de l'abreuvement de l'exploitation. Et puis, un dernier volet intrant qui nous concerne moins dans nos CTMA, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de problématiques nitrates ni phyto. Phyto, c'est très ponctuel. Mais on aborde quand même la question pour voir un petit peu comment il résonne toute cette gestion des intrants. Et enfin, on a quelques indicateurs sur l'économie, voilà, pour toujours pareil, conseiller globalement l'exploitation. Et on active des modules, les MAE-eau quand le territoire est éligible, les zones humides, les pollutions ponctuelles. Et voilà, il y a une ambition aussi de bâtir un petit volet sur la ripisylve et la haie qu'on n'a pas encore intégré dans ce diagnostic-là. Et donc, l'idée, c'est bien d'établir, comme je vous disais, un projet global sur l'exploitation avec une cartographie. À titre d'illustration, là, vous avez en haut une cartographie abreuvement, c'est-à-dire que chaque parcelle va être catégorisée dans une modalité d'abreuvement. Et ça va se synthétiser sous forme du petit diagramme que vous avez à droite, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant la part de la surface pâturée où il y a un abreuvement direct au cours d'eau, parce que c'est là qu'on va pouvoir avoir la problématique morphologie, piétinement des berges, mais aussi la problématique sanitaire pour les exploitants, puisque l'eau est quand même vecteur de transmission de maladies. On a aussi une fraction qui sera déjà équipée en dispositif d'abreuvement. Donc, cette fraction-là, on va dire, c'est la fraction plutôt positive. Et on a une fraction où on va avoir apport d'eau à la tonne à eau, c'est-à-dire que là, l'exploitant va être contraint d'amener l'eau parce qu'il n'aura aucune ressource sur la parcelle. Et donc, ça peut représenter une astreinte journalière importante pour l'exploitant. Donc, c'est aussi lui apporter des meilleures conditions de travail que de se préoccuper de cet aspect-là.
Et enfin, dernière catégorie, c'est tout ce qui est consommation d'eau potable. Voilà, avec les sécheresses qu'on a connues, l'idée, c'est quand même qu'en période de sécheresse, il n'y ait pas une concurrence avec la consommation de l'eau par les populations. Donc, c'est essayer de diminuer cette fraction de consommation d'eau potable, même si des fois, dans certains cas, ce n'est pas possible du tout de la réduire à zéro, mais essayer de trouver des solutions. Voilà, et dernière carte en bas, ça vous montre aussi qu'on cartographie tout ce qui est zone humide. Une question. S'agit-il d'un outil de diagnostic libre de droit que l'on pourrait utiliser sur d'autres bassins, par exemple? Alors, pour l'instant, l'outil en tant que tel n'est pas libre d'accès parce qu'en fait, c'est un outil on a construit un peu le cahier des charges suivant les attentes des partenaires et puis on a fait développer ça par une boîte informatique indépendante, aux frais de la Chambre d'agriculture. Donc, pour l'instant, l'outil en tant que tel n'est pas disponible. Après, les données récoltées, je pense qu'on doit pouvoir transmettre, une sorte de cahier des charges. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas si Guillemette a posé la question. S'il n'y a pas d'autres questions, il y a d'autres questions. C'est bon. Ouais. Moi, j'en avais juste une. Tu parlais là, ça va intéresser particulièrement les syndicats rivières. Tu parlais de maladies. Les ateliers, c'est d'échange, non, pas vraiment. Non. Non, on travaille un peu avec la Chambre d'agriculture de Creuse sur la Gartempe où on porte les mêmes actions. Donc, les deux chambres se sont positionnées sur le même projet. On est en train aussi de travailler un peu avec la Chambre d'agriculture de Charente sur le bassin versant de l'Issoire, aussi qui propose un peu les mêmes actions. Donc, mais à part ça, non. Ouais, quelle base de données utilisez-vous pour l'inventaire des eaux humides? Alors, chez nous, on a les inventaires faits notamment dans le cadre des SAGE. Donc, en l'occurrence, là, on utilise l'inventaire de l'EPTB Vienne. Donc, il y a un zonage potentiel de zone humide qui a été fait par photo-interprétation et avec un certain nombre de critères. Donc, on n'a pas de zonage à proprement dit de terrain. Donc, c'est pour ça qu'on fait aussi ce travail de cartographie dans les diagnostics, même si ce n'est pas ce travail de recensement de terrain lors des diagnostics, mais ce n'est pas non plus un zonage réglementaire que l'on fait parce que ça nous prendrait vraiment trop de temps de prendre la définition pédologique et botanique. C'est plus un zonage, à titre d'information qui sert de base aussi pour les MAE. Alors, on continue dans les questions. Ah, vas-y. Attends, parce que du coup, c'est pour les pour les PSCRE, c'est juste la mise en défense des berges qui est financée ou aussi la pose à voilure de flèche. Mais ça, tu vas en parler après? Oui, ça va en parler après. Ouais. Donc, la question de Morgane, on y reviendra après. Ouais. Oui, en même temps, Étienne me liste oralement les questions, c'est pour ça qu'il y a Donc, Morgane, on revient après. Ouais. On traitera les autres questions après, du coup? Ouais. Oui, Morgane, il y a deux questions. On va peut-être l'aborder sur la diaporama. On reviendra sur ces questions juste après la suite. Hein. Donc, je continue. Donc, oui, les mesures agro-environnementales, en fait, les premières ont débuté en 2012. C'était à l'époque les MAE territorialisés. C'était vraiment notre première accroche pour motiver les exploitants à faire ces diagnostics parce que je ne vais pas vous cacher que ils ne vont pas faire un diagnostic pour faire un diagnostic. Il faut quand même une carotte. Ces MAE, ça a été un outil complémentaire important pour créer vraiment une dynamique sur les bassins versants prioritaires. Donc, c'est quelque chose que, aujourd'hui, on active toujours. Ça ne s'appelle plus les MAET, mais les MAE climatiques, à enjeu haut, donc qui ciblent vraiment les contrats territoriaux milieu aquatique chez nous. Et je pense que vous savez ce que c'est, mais je voulais rappeler, c'est vraiment un contrat volontaire dans lequel l'agriculteur va s'engager sur une période de 5 ans
pour mettre en place un certain nombre de pratiques, donc avec un cahier des charges à respecter, et en échange de quoi il a une rémunération. Donc chez nous, depuis 2015, les MAE qui étaient proposés, c'était essentiellement des MAE pâturage, gestion des zones humides, gestion du pâturage au travers du chargement, absence de pâturage en période hivernale, aussi le levier zéro fertilisation sur les zones humides. Voilà principalement pour les mesures qui étaient proposées. Donc, ça nous a permis d'avoir 279 exploitations qui se sont engagées depuis 2016, donc dans la dernière PAC, on va dire, et 71 exploitations sur le territoire du SMAPGA, et vous voyez la répartition un petit peu sur les deux contrats. Et au total, ça représente 8 900 hectares de prairies préservées dont la majorité sont humides. Je n'ai pas refait le calcul, mais en général, comme on était sur des mesures où il y avait qui ciblaient les zones humides, où il y avait un taux d'engagement qui devait être respecté, vraiment, on est vraiment sur une majorité de prairies humides. Donc, cette surface-là, ça représente 3% de la surface du département, pour vous donner un ordre d'idée. Et voilà, à titre d'illustration, vous voyez sur la carte, donc vous avez le bassin versant de la Gartempe en bleu clair, le bassin versant de la Brame dont vous parlez, Étienne, et puis un bassin aussi sur lequel on avait travaillé depuis longtemps, la SEM. C'était vraiment les deux bassins prioritaires du contrat territorial. Et vous avez en vert foncé toutes les parcelles agricoles en fait, qui ont fait l'objet d'un diagnostic. Et en rouge, toutes les parcelles contractualisées dans ces MAE à enjeu haut. Et vous avez la même chose sur les deux bassins versants prioritaires du CTMA Benaise. Donc, vous voyez, en fait, ça permet vraiment d'avoir une dynamique agricole sur ces territoires-là. Les agriculteurs, quand on leur parle de MAE, on ne leur parle pas que de MAE, on leur parle vraiment on les sensibilise en fait à toutes ces questions de l'eau et de l'environnement. Est-ce qu'il y a des questions sur le volet MAE? C'était la question, savoir est-ce que le PCAE, c'est juste la mise en défense des berges qui est financée ou la pose à Beauvoir également? Et il y a une question, c'est à hauteur de 100% quel cofinancement? Oui. Donc c'est le modalité de financement des MAE et puis sur lequel on intervient pour l'abondement. Sur le PCAE-IAE, donc ça finance avant tout la mise en défense des cours d'eau et donc indirectement la mise en place d'abreuvoirs. Mais c'est vrai que la région, son intérêt à elle, c'est vraiment la clôture des cours d'eau. Donc, ils tolèrent qu'on présente des dossiers avec des coûts liés à la mise en place d'abreuvoirs. Donc, en termes de conditions de financement, on a un plafond de 25 000 euros et sur ces 25 000 euros, il faut que la partie abreuvement ne dépasse pas 10 000 euros. Donc, c'est pour vous montrer que vraiment, avant tout, c'est la clôture des cours d'eau, mais il y a quand même une enveloppe dédiée à l'abreuvement. Et donc, ces travaux-là sont financés à hauteur de 80%. Oui, 80% jusqu'à l'année dernière et depuis cette année, 70%. Ça a baissé. Et on ne sait pas encore les modalités pour l'année prochaine. Et le reste, voilà, c'est autofinancement de l'agriculteur. Donc, je poursuis. Après ce volet MAE, en fait, à l'époque, ça faisait 2 années qu'on avait mis en place les MAE territorialisés. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une zone vraiment dynamique où il y avait eu beaucoup d'agriculteurs qui s'étaient engagés dans ces mesures-là. Et c'était aussi l'occasion de se dire la thématique abreuvement, finalement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu dès le départ et ça devient de plus en plus intéressant à la fois pour les agriculteurs et à la fois du coup pour le SMAPGA pour clôturer un certain nombre de linéaires de cours d'eau. Donc, on a décidé ensemble, le SMAPGA, nous, et puis avec le soutien du syndicat mixte Contrat de Rivière-Gartempe qui coordonne le CTMA, de mettre en place un peu une action test
C'est-à-dire qu'on a ciblé un tronçon de la SEM de 5 km de long, pas très long. On a fait un diagnostic à 3 pour vraiment se mettre d'accord sur les points d'impact sur le cours d'eau. Donc, on a relevé les encoches d'érosion, les linéaires piétinés. On a même regardé l'état de la ripisylve, mais on s'est plutôt concentré sur vraiment la thématique piétinement des berges. À partir de là, en fait, on a réuni les agriculteurs du secteur. Hein. On avait 7 exploitations et on leur a fait un peu un rendu de ce diagnostic-là et on leur a proposé de mettre en place un certain nombre d'aménagements suite à cette réunion collective au travers de visites individuelles. Et ce qui nous a permis, nous, le syndicat et la Chambre, en fait, de pouvoir tester un certain nombre de techniques, parce que c'était un petit peu les prémices, on va dire, de l'abreuvement, quoi. Donc, vous voyez sur la photo, par exemple, il y a eu un premier prototype, j'ai envie de dire, de la pompe solaire. Vous verrez que ce qu'on propose maintenant à la fin, c'est très différent de ce projet-là, même si ça avait mérite un peu de lancer la chose. Vous avez à droite un puits filtrant, donc c'est pareil, là c'était plus pour créer un point d'abreuvement dans une zone sourceuse parce que chez nous, on a beaucoup de linéaires de cours d'eau, mais on a aussi beaucoup de sources. Donc l'idée c'était de prélever l'eau de la source sans impacter la zone humide, en prélevant que l'eau nécessaire au troupeau, donc par ce système-là. Et puis après, voilà, d'alimenter un certain nombre d'abreuvoirs, soit des bacs béton, soit des bacs métalliques à flotteurs. Voilà, l'idée, c'était d'essayer de profiter de ces zones sourceuses. Et donc, voilà, pour conclure un petit peu sur cette action test, on s'est rendu compte, même nous, pour la Chambre d'agriculture, que finalement, on avait un impact environnemental visible rapidement, puisque voilà, des zones très altérées, on va dire. On voit qu'une fois que la mise à défend a été faite, on avait tout de suite une reprise de la végétation, notamment la végétation humide de bord de berge. En fait, cette action nous a permis de mettre en place une dizaine d'abreuvoirs pour un coût environ de 5 € du mètre linéaire. Donc, c'est vraiment un coût qu'on a trouvé pas très élevé pour arriver finalement à proposer des aménagements diversifiés de manière collective sur un tronçon bien ciblé. Donc, suite à cette action-là, en fait, on s'est rendu compte cette fois qu'il ne fallait plus qu'on gère forcément l'eau qu'en lien avec les cours d'eau, mais ça reste évidemment la priorité pour le CTMA et pour le SMAPGA de gérer ces zones-là. Mais nous, Chambre d'agriculture, il fallait aussi qu'on se pose la question de globalement sur l'exploitation, quelle est la gestion de l'eau pour l'exploitant pour répondre à ses besoins. Et on s'est rendu compte que voilà, ils ont un besoin d'avoir une qualité d'eau, mais aussi une quantité d'eau suffisante toute l'année, ce qui pose de plus en plus de problèmes aujourd'hui avec les sécheresses. On se rend compte que d'année en année, finalement, des sources qui tenaient toujours, finalement, connaissent des assecs. Donc, il faut aussi prendre en compte ça dans la réflexion de l'abreuvement. L'objectif aussi, on va dire un objectif plutôt sociétal, mais aussi environnemental, c'est d'essayer de diminuer les prélèvements d'eau potable parce que voilà, c'est aussi un coût pour la société de consommer cette eau traitée. De réduire le transport de l'eau, ça c'est surtout aussi pour améliorer les conditions de travail de l'exploitant, qu'il n'est pas tous les jours, l'été ou toute l'année, à rouler de l'eau 1 à 2 heures par jour, alors qu'il pourrait faire autre chose. Dernier point, c'est continuer évidemment tout ce qui est amélioration de l'état des cours d'eau, la morphologie des cours d'eau. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que finalement, plus les années passaient et plus le levier technique, on n'avait plus vraiment de contraintes techniques. C'est-à-dire qu'entre-temps, voilà, on a mis en place des puits filtrants. On s'est rendu compte que le solaire, les coûts ont diminué, que les systèmes étaient de plus en plus performants. Donc finalement, la technique n'était plus le frein. Et donc, suite à ça, on a décidé d'avoir un peu une diffusion des connaissances à grande échelle de toutes les techniques innovantes qu'on avait pu mettre en place sur la Gartempe.
en réalisant un rallye abreuvement depuis 2018, ce qui a permis en fait de faire des sortes de portes ouvertes sur les fermes qui avaient des aménagements différents et que les agriculteurs puissent faire un retour d'expérience sur cet aménagement, qu'ils expliquent un peu pourquoi ils sont arrivés à cet aménagement-là, quelles difficultés ils avaient eues pour en arriver là. Et donc, on se rend compte aujourd'hui finalement que le bouche à oreille fonctionne très très bien. On a de plus en plus d'agriculteurs qui se mobilisent sur ces thématiques-là. Il faut dire que les sécheresses aussi font que c'est un sujet qui est de plus en plus prégnant sur les exploitations. Et nous, ça nous permet toujours de se former aussi un petit peu sur les techniques et puis proposer toujours des nouveaux bouts de champ sur des thématiques qui intéressent les agriculteurs, notamment tout ce qui est aussi entretien sous clôture, qui est une vraie problématique sur les exploitations. Et d'ailleurs, il y a une question de Tom à l'Aglo de Bergerac qui pose la question Et pour terminer, simplement pour vous dire que suite à cette diffusion de connaissances, on a quand même beaucoup de projets qui ont émergé. Là, c'est à titre d'exemple, en faisant un bilan à l'année 2019, on a accompagné 41 exploitations, donc ce qui a permis d'arriver à la création de 200 points d'abreuvement, 23 franchissements, donc franchissement de passerelles, passage busé, voilà, tout ce qui est passage sur cours d'eau. Environ 30 km de mise en défense de berge et on a fait 30 demandes de financement hors CTMA dans le cadre du PCAE-IAE. Donc tout ça, en fait, ce bilan-là est bien le résultat d'une complémentarité entre le CTMA et le PCAE-IAE et donc le travail en collaboration SMAPGA et Chambre d'agriculture. Donc, vous voyez, au final, on arrive à un coût toujours à peu près de 5 € le mètre linéaire mis en défense avec le point d'abreuvement qui est pris en compte. Il y a une question, c'est est-ce que des moyens particuliers sont mis en place pour entretenir les bandes rivulaires comprises entre les clôtures et le lit des cours d'eau? Non. Non, on n'a pas d'action particulière pour l'entretien entre le cours d'eau et la clôture. C'est une vraie problématique. Oui, ça, pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution. Et pour la question d'Hélène, on va y revenir tout à l'heure. On va présenter les différentes techniques d'abreuvoir solaire. On va présenter également les coûts de ces aménagements. On enchaîne sur la petite vidéo, du coup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, si c'est bon. Ah, on n'entend pas, Jérôme. Vous ne m'entendez pas. Alors, attends, c'est peut-être moi qui ai mal réglé quelque chose. C'est bon, Léa me dit qu'elle m'entend. Bon, comme effectivement cet échange, il avait été initialement prévu sur le terrain. Normalement, on avait le museau dehors. On va essayer quand même de prendre un peu cette température-là, puisque la semaine dernière, on a préparé un peu la session chez un éleveur qui a installé justement ces dispositifs-là, et on en a profité pour tourner une petite vidéo. Donc, ce que je vous propose, c'est, alors je ne vais pas la basculer dans Zoom parce qu'on a fait un test et c'est assez saccadé, la qualité n'est pas terrible. Par contre, je l'ai mise en ligne sur le Drive. Donc, ce que je vous propose, c'est de la préparer, de la télécharger, là. Enfin, en tout cas, pas de la télécharger, mais d'ouvrir le lien que je viens de mettre dans le chat de discussion. Voilà, c'est une petite vidéo qui dure 6 minutes et puis on va la lancer ensemble. Voilà, on fera un petit compte à rebours et on se retrouve au bout des 6 minutes. Voilà, ça a le mérite de aussi recueillir la parole de l'éleveur, voir comment lui s'est senti intégré dans ce genre de dispositif-là. Voilà, c'était intéressant à avoir comme vision. Je m'appelle Damien Etcheverry, je suis installé en GAEC avec mes 2 frères, donc au sein du GAEC Etcheverry, sur la commune d'Oradour-Saint-Genès. On exploite 425 hectares de SAU. Grosso modo, on a 320 hectares de prairies et une centaine d'hectares de culture.
principalement pour l'autoconsommation. Voilà, et on a 300 mères vaches limousines sur l'exploitation. La principale source d'alimentation en eau, c'est les forages qu'on a sur les exploitations. Et ensuite, on a donc décidé d'installer un système de pompes solaires sur des parcelles un peu plus éloignées ou vraiment enclavées, quoi, voilà. Je pensais déjà aux pompes solaires depuis quelques années, mais je ne savais pas trop où m'adresser en fait, voilà. Et le fait de prendre les infos à la chambre et au syndicat de rivière, c'est vrai qu'eux, ils avaient déjà un peu d'expérience là-dessus, donc ça a été beaucoup plus simple. On a 2 types de pompes solaires différentes sur l'exploitation. On en a une qui est une pompe immergée au fond d'un puits filtrant. Là, c'est les panneaux solaires qui alimentent directement la pompe. Il n'y a pas de batterie, c'est eux seuls qui font marcher la pompe. Même en fin de journée, quand il n'y a pas suffisamment de lumière pour alimenter la pompe, c'est pas grave, la buse est pleine, ça suffit pour alimenter jusqu'au lendemain, il n'y a pas de problème. Il faut bien comprendre que la pompe solaire, on a besoin d'une ressource, mais là, le gros avantage, c'est que par rapport à d'autres systèmes traditionnels type abreuvoir gravitaire, permet de remonter la ressource et d'alimenter un nombre important de parcelles. Si on a la chance d'avoir une exploitation regroupée, ça permet d'alimenter 20, 30, 40 hectares suivant la puissance de la pompe. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Là, sur cette parcelle, comme vous avez pu voir, la ressource, elle était déjà présente sous la forme d'un puits, mais en zone humide. En aval, en gravitaire, on n'avait pas possibilité de mettre un abreuvoir. Donc on a installé une pompe solaire pour pouvoir alimenter les parcelles plus en amont sur une zone saine. Voilà. C'est le gros avantage de ces pompes. En plus, comme les bacs sont équipés de flotteurs, on ne prélève sur le milieu que ce qu'on consomme. Donc je vous présente le système de flotteurs. Donc on a l'arrivée d'eau ici, qui est relayé à un flotteur. Ce qu'on peut remarquer de très important aussi, c'est une protection métallique sur le flotteur pour éviter que les bêtes se frottent après et décrochent ou dégradent le flotteur. Alors après, le flotteur, ça marche comment? Quand les bêtes boivent, le niveau d'eau descend, donc le flotteur descend et ça ramène de l'eau de la pompe solaire qu'on a vue tout à l'heure. Là, on est sur une parcelle avec un abreuvoir à pompe solaire, sur bord de rivière en fait. Et la particularité ici, c'est qu'on a un gros dénivelé entre le niveau de la rivière et le bac. On a à peu près 6 mètres de dénivelé. De plus, dans la zone où se situe le bac, c'est très ombragé, donc on a été obligé de remonter le panneau solaire à peu près 30 mètres au-dessus du bac. C'est une pompe aspirante et pareil, c'est le panneau solaire qui alimente une batterie par contre et qui ensuite alimente la pompe. Sur le bord de la rivière, on a aussi des descentes aménagées. Mais la rivière sur laquelle on se trouve, comment dire, elle varie beaucoup de niveau. Et du coup, pendant la période estivale, elle est souvent un peu basse pour que les bêtes puissent boire, quoi. L'hiver, ça déborde et l'été, elle est vraiment très basse. Donc on a du mal à faire boire les vaches comme il faut. La meilleure solution, c'est la pompe solaire. En fait, ce qui est intéressant avec ce site, c'est qu'on était sur des conditions limites par rapport au fonctionnement de ce type d'aménagement, de par la distance avec le panneau solaire et puis le dénivelé entre la pompe et le niveau d'eau à pomper. Là, l'installation a 3 ans et aujourd'hui, il n'y a pas eu besoin de faire quelques maintenances ou entretiens que ce soit sur l'aménagement et il fonctionne aujourd'hui correctement depuis les 3 ans, sans aucune intervention. Donc, on sait que ce type d'aménagement sur ces conditions-là peut fonctionner, donc encore mieux fonctionner sur des conditions un peu moins ultimes que celles-là. Nous, syndicat de rivière, ce qui nous intéresse, c'est que ce sont des investissements qui sont peu onéreux, qui sont facilement mis en œuvre. D'ailleurs, il y a certains agriculteurs qui prennent les choses en main directement sans passer par nous maintenant pour les faire eux-mêmes. C'est un autre avantage, c'est que ça permet, dans le cadre de la sortie des troupeaux des cours d'eau, en fait, ça nous permet d'avoir un aménagement qui évite que le troupeau descende dans la rivière pour boire. On amène l'eau au troupeau et ce qui nous permet de mettre en défense l'ensemble du cours d'eau sans aucun point d'accès à la rivière.
Des deux aménagements que nous venons de voir permettent également de concilier l'aspect morphologie sur les cours d'eau par la mise en défend des berges, mais également répond aux problématiques que nous avons sur le territoire du nord du département, qui est la problématique de ressources en eau, notamment pour l'abreuvement du bétail. Et ces deux types d'aménagements en fait, concilient la gestion de l'eau à l'échelle de l'exploitation et au niveau des cours d'eau. Donc tout le monde est content. Donc tout le monde est content, voilà. C'est parfait. Donc, il y a une question de Alice. En tant que chambre d'agriculture motrice sur cette thématique, quels conseils pouvez-vous donner aux syndicats pour mobiliser les chambres sur leur territoire quand elles ne sont pas du tout emparées de cette thématique-là? Bonjour à tous, vous m'entendez? Donc Jean-Emmanuel Vernon, donc chargé de mission à la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne. Alors, quel conseil donner aux syndicats pour mobiliser les chambres? Je ne sais pas, c'est quand même... nous, déjà, il y a un aspect politique, puisque c'est ce que vous a présenté tout à l'heure Emmanuel, on est une chambre consulaire avec des élus agriculteurs qui nous dirigent. Et ce n'est pas quelque chose, c'est ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'est une démarche qui s'inscrit sur le long terme. Ça fait presque 10 ans qu'on travaille avec Étienne. Ça fait 7-8 ans qu'on travaille sur l'abreuvement et là, on commence à arriver à des résultats techniques et des résultats visibles sur le terrain, mais c'est long. Il faut déjà avoir les ressources techniques, c'est-à-dire des techniciens qui soient formés à l'abreuvement à la Chambre et il faut qu'il y ait une volonté politique. Alors ça, je peux difficilement vous aider par rapport à ça. Voilà. Et par rapport à la deuxième question, avez-vous observé des dégradations, vol, vandalisme sur ces systèmes? Non, mais c'est vrai qu'on a toujours le risque, ça arrive sur les clôtures électriques, hein, c'est du vol entre autres de panneaux solaires. Ça ne nous est pas arrivé pour l'instant, mais ce risque est présent. À qui revient la charge d'entretien des aménagements en cas de dégradation? Passerelle, par exemple, aux agriculteurs. Alors, moi, je vais parler sur les dispositifs que je connais, donc les dispositifs type PCAE, IAE, où là, en fait, c'est des dossiers déposés par les agriculteurs de financement, donc c'est à l'agriculteur d'entretenir. Après, par rapport... Voilà, et Étienne, qui est à côté de moi, me dit, pour le volet syndicat, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on finance l'aménagement à charge de l'agriculteur de l'entretenir en bon état. Voilà. Mais on n'a pas ou peu de problèmes de dégradation. Oui, par rapport à la question de Sylvie, on va en reparler après. Voilà. Ouais. Ouais. Dans le reportage, là, on voit que l'éleveur a l'air plutôt satisfait, lui, du système. Est-ce que c'est un sentiment qui est partagé ou il y a des voix discordantes parmi les éleveurs en rapport avec ce système de mise en défense couplé avec des abreuvoirs solaires notamment? Alors, il y a deux choses dans ta question. Le volet abreuvoir solaire, pompe solaire, on a maintenant la chance d'avoir, entre autres sur ce territoire là, du nord de la Haute-Vienne, plusieurs pompes qui commencent à avoir un petit peu vieilli et qui ont bien vieilli. Donc, ça a levé un petit peu toutes les réticences quant au fonctionnement, même longue durée, à la maintenance, à la pertinence de cet aménagement. Après, je ne te cacherai pas que l'aspect mise en défense des berges est beaucoup plus problématique. On est sur une région granitique avec énormément de très petits cours d'eau, de chevelus. Et ça va, sur certaines exploitations, ça va impacter des grands linéaires. Et là, on a une réticence à la mise en défense. Autant sur les cours d'eau principaux, c'est quelque chose qu'on arrive à faire rentrer dans les mœurs assez facilement. Autant sur les petits chevelus, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Okay. Moi, je vais... Par rapport à... Je n'ai pas la main sur le son. Par rapport à... Tu dois avoir le parleur.
Donc, je vais parler depuis ton micro aussi. Ah oui, il y a l'effet de cathédrale. On voit que du coup, la synergie que vous avez faite sur le territoire 87 donne des envies sur le 86. Alors peut-être, peut-être qu'ils vous appelleront pour avoir les bonnes recettes. Non, par rapport à ta question, alors le premier aménagement qu'on a réalisé en fait sur la Seine, par exemple, l'agriculteur, lui, ne veut plus entendre parler du solaire parce qu'il a eu quelques soucis. Ah. Il a fallu qu'il change 3 fois sa pompe. Les pompes aujourd'hui, elles sont à peu près à 200 € et en fait, le problème, c'était que c'était un premier aménagement. On l'a mal positionné en fait et sa pompe est tombée plusieurs fois hors d'eau en fait. Et du coup, ce qui flinguait la pompe et ce petit aléa a fait que lui ne veut plus entendre parler de solaire. Sinon, après, tous les autres chez qui on a installé ce genre de système, en général, c'est vrai qu'ils sont un peu sceptiques au départ parce que c'est une technologie qu'ils ne connaissent pas. Mais après, ils jureraient presque que par ça, un coup qu'ils ont testé sur plusieurs années. Hein. D'accord. Et du coup, le système, vous l'avez amélioré au fur et à mesure, j'imagine? Oui, là maintenant, on est sur des systèmes qui sont beaucoup plus performants. À chaque fois qu'on refait un aménagement, en fait, on l'améliore toujours un petit peu. Ouais. Et puis là, maintenant, on a plusieurs années de retour, donc on a même des retours après sur, sur l'ancienneté du matériel, sur l'usage du matériel, ce qui nous permet d'avoir toujours des améliorations à faire. Ouais. En sachant qu'en plus, ce qu'on a de plus en plus qu'on n'avait pas, c'est que ce soit des fabricants, que ce soit des grossistes ou même en local, maintenant au niveau du négoce de matériel agricole, on commence à trouver du matériel adapté, ce qu'on n'avait pas au début. Ok. Ouais. Du coup, j'en profitais pour répondre à la question, je ne sais plus de qui, de Sylvie, par rapport à qui fait les aménagements. Alors aujourd'hui, nous, le problème qu'on a sur le territoire, c'est qu'on n'a pas d'installateur en fait. Donc en fait, le matériel, il est acheté chez différents fournisseurs. Et c'est soit à la charge de l'agriculteur de monter le matériel lui-même, ou soit il trouve une entreprise de plombier chauffagiste ou quelqu'un qui est capable de lui installer le matériel. Donc la difficulté qu'on a sur notre territoire, c'est qu'on n'a pas d'installateur de ce type d'aménagement ici. Nous, par exemple, au niveau du syndicat, en fait, nous, on achète le matériel, on le fournit à l'agriculteur et soit l'agriculteur le monte lui-même ou soit nous, on l'accompagne pour le montage. Vous allez voir, on va vous présenter sur les diapos suivantes. On est sur des montages qui sont très, très simples et qui peuvent être réalisés par n'importe qui. Hein. On présente les aménagements et puis on répond aux questions après. Et on peut faire ça, du coup, moi je rajoute là sur le chat 2 liens vers 2 fiches exemples qu'on a réalisées cet été qui du coup reprennent des travaux mis en œuvre par le syndicat. Alors il y a notamment l'abreuvoir extrême là qui est dans des conditions effectivement de hauteur très particulières, enfin assez perché par rapport au cours d'eau, et puis en plus il a fallu déporter le panneau solaire parce qu'on était dans une zone d'ombre, et puis un autre qui a été couplé aussi avec un système de clôture électrique un peu plus du côté de Saint-Pardoux. Voilà, je vous mets les fiches, vous pourrez aller voir le détail, il y a notamment un peu de détails sur les coûts. Voilà, tu peux y aller. Merci. Donc là, je présente le premier aménagement qui était présenté dans la vidéo. Donc c'est pour vous dire, donc, quand j'avais été contacté par l'agriculteur, donc on arrive sur la parcelle, il y avait une sorte de petit puits, alors qui était sur une bûche de très faible diamètre. En plus, les anciens l'avaient comblé avec des pierres et tout ça. Et c'était situé, par contre, sur le bas de la parcelle, dans une zone très humide, pas très adaptée à l'abreuvement. Donc, ce qu'on a décidé, alors c'était vraiment au début des pompes solaires, mais finalement, bon, ça a bien marché, ça a été de refaire ce puits sur le modèle d'un puits filtrant. C'est quoi un puits filtrant? On fait un trou à l'endroit de la source, on empierre un petit peu, on met des buses verticales qui font réserve d'eau, et après, soit on part en gravitaire, soit on part via un pompage. Donc là, on est parti sur un pompage pour remonter l'eau sur la partie saine de la parcelle. On en a profité, vous voyez sur la photo, pour clôturer le petit cours d'eau, le très petit cours d'eau qui traversait la parcelle, et on a mis donc un bac de part et d'autre.
Voilà. Donc, bien sûr, comme il y a un système de pompage, on est sur des buses à niveau constant, c'est-à-dire qu'il y a des flotteurs, comme présenté dans la vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, on ne prélève que l'eau dont on a besoin sur le milieu. Pour un coût de 3 300 €. Alors, pourquoi 3 300 €? Il n'y a pas que la pompe, hein. Donc, il y a 2 bus béton, 2 flotteurs, un petit peu de tuyaux, la pompe solaire, les panneaux solaires, toute l'installation électrique, plus le puits filtrant. Voilà. Donc, ce n'est pas énorme non plus comme prix, hors taxe. En sachant que finalement, ce qui coûte le plus cher, c'est de faire le puits, de mettre les panneaux et de mettre la pompe. Après, c'est de la tuyauterie. On a sur le nord du département, pas très loin de cet aménagement-là, le même type de captage d'eau qui alimente 40 hectares par presque 2 km de tuyaux. Voilà, et là, en fait, on va arriver sur une vision plus globale de l'abreuvement, mais sur un coût aussi qui va être beaucoup moindre pour l'exploitant. Oui, et là, ce qui est présenté, là, donc c'était déposé, c'était un PCAE, quoi. Même à l'époque, je crois que ça s'appelait autrement, mais c'est un dispositif de la région pris en charge à 80%. Donc, en termes d'avantages, c'est autonome, c'est économe en eau. On distribue une eau de qualité. Alors ça, nous, c'est quelque chose auquel on est très attaché à la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne. Pourquoi? Parce que l'aspect sanitaire de l'eau de boisson est très important et pas toujours pris en compte à 100%, que ce soit par les syndicats de rivière, c'est normal, c'est pas votre boulot, mais aussi plus bizarrement par les exploitants agricoles. Alors que ce soit pour des problèmes de parasitisme ou de maladie, on est quand même l'eau, c'est comme pour les humains, c'est le premier vecteur de parasitisme et de maladie pour le bétail. Tu peux nous expliquer un petit peu plus? Il y a quoi comme risque pour les bovins? Alors, il y a plusieurs risques. Alors, nous, on a un risque très important, mais qui est spécifique Haute-Vienne et Dordogne, c'est qu'on a la réapparition d'une maladie grave pour les bovins qui s'appelle la tuberculose bovine. Pourquoi grave? Parce qu'elle est sous condition des fois transmissible à l'homme, que c'est une maladie qui crée des gros impacts au niveau de l'exportation des bovins, quoi. Il y a abattage total dès qu'on a un cas dans un troupeau, quoi. C'est quelque chose qui est loin d'être anodin. Et après, de façon plus générale, une grosse partie des maladies bovines ou ovines peuvent être transmises par l'eau. Hein. Je pense à la paratuberculose, je pense à des virus, et aussi tout ce qui va être parasitisme, hein, que ce soit la douve la grande douve pour les ovins, que ce soit tout ce qui est parafistome et compagnie pour les bovins, avec des pertes de performance du troupeau importantes. Ça peut être aussi alors nous on n'en a pas beaucoup, mais pour les régions où il y a pas mal de troupeaux laitiers, ça peut être des cellules dans le lait. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi. Donc, on est très attaché à pouvoir mettre à disposition du bétail une eau de bonne qualité. Là, en l'occurrence, c'était un puits filtrant, donc une source. On a une eau de bonne qualité, claire, propre, sans odeur. C'est pour ça aussi qu'on est attaché dans la mesure du possible. On n'est pas du tout opposé à l'utilisation d'eau de surface, mais quand on peut éviter d'utiliser des eaux de surface, on y est attaché. Autre chose qui est important, c'est qu'on a enlevé les points d'abreuvement de la zone humide. C'est un avantage pour le bien-être animal, mais aussi un avantage pour le maintien en bon état de la zone humide. C'est-à-dire que les bêtes ne passent dans la zone humide plus que pour pâturer et pas pour boire. Voilà. Et du coup, pour compléter, Sylvie, au département de Charente-Maritime, demande si en fait, tout le travail conduit par les syndicats de rivière, notamment sur l'hydromorphologie, améliore la qualité de l'eau en termes sanitaires, par exemple, pour les bêtes. Alors, forcément oui, puisque si on enlève les troupeaux des cours d'eau, déjà on va éviter qu'ils bougent dans les cours d'eau, donc on va éviter qu'ils réinfestent d'autres troupeaux en aval. C'est jamais parfait quand on va utiliser de l'eau de surface, mais c'est toujours mieux d'éviter un accès, on va dire, nos limites au cours d'eau. Vaut mieux clôturer le cours d'eau et pomper de l'eau dans la rivière, comme sur le second aménagement d'Étienne. Après, où il faut être vigilant, je pense, c'est sur la quantité d'eau. C'est des aménagements qui sont valables sur des cours d'eau avec un débit relativement important, même l'été. C'est-à-dire sur quelque chose qui va sécher où il y aura juste un filet d'eau l'été, on peut se poser la question sur l'aspect sanitaire de l'eau.
C'est simple, hein, de toute façon. Est-ce que vous avez envie de boire l'eau que vous distribuez aux animaux, quoi, tout bêtement. Là, sur le second aménagement d'Étienne, c'est la Brame, donc c'est quand même la rivière principale du secteur. Elle est en eau toute l'année. Ça assure, si vous voulez, une dilution des pollutions. C'est un problème aussi simple que ça. Voilà, j'espère avoir répondu. Ok, oui, il y a une question de Johan au département de Dordogne. Ces aménagements ont-ils des effets sur les nappes subsurface, du moins à proximité des dispositifs? Alors, non, pour deux raisons. Déjà, on ne va pomper que ce dont on a besoin, c'est-à-dire pas grand-chose hein, finalement, puisque bon, on va avoir un lot de vaches au maximum dessus et pas toute l'année. Donc, ça va être des besoins limités. Et en plus, c'est vraiment, si vous voulez, c'est la zone sourceuse. Donc, c'est la sortie d'eau naturelle de l'eau, la sortie naturelle de l'eau qu'on va capter. Donc, on va pas transformer le fonctionnement hydrique de la zone. En sachant que là, on est sur des zones granitiques ou métamorphiques. Hein. Je ne parle pas sur des zones sédimentaires. Ce n'est pas vraiment une nappe à proprement parler, c'est vraiment, on va dire, un filon d'eau qui débute. Ok, merci sur ce point. Voilà. Un autre avantage de ce type d'aménagement, c'est qu'on n'est pas soumis à la loi sur l'eau, puisqu'on ne touche pas au cours d'eau et on n'impacte pas ou peu de zones humides. Le principal inconvénient, alors on ne l'a pas vu ces dernières années parce qu'on a eu des hivers cléments, mais sur des hivers forts, comme il y a des systèmes de flotteurs, ça risque de geler et donc il faut pouvoir mettre hors gel son système. Et c'est-à-dire que pour des gens qui vont pratiquer du plein air intégral, c'est des systèmes qui vont poser problème quelques jours dans l'année chez nous. Il y avait des questions par rapport au coût total de 3 300 €. Est-ce qu'il est pris en charge, est-ce que la pose par l'exploitant est prise en charge dedans? Alors, dans le PCAE-IAE, on peut soit faire financer le matériel et le poser soi-même, soit faire financer toute la prestation, mais par contre, on ne peut pas financer de l'autoconstruction. Donc, ça va être de la prestation via une entreprise X ou Y. Et là, pour les premiers 300 €, c'est une bonne question. Je pense que c'est eux qui ont fait les travaux. Il y en a pour un peu plus cher si on le fait faire quand même, parce qu'il y a un petit peu de pelle, il y a un petit peu de travail. il y a un électricien qui les a aidés. Ah oui, mais il y a peut-être Étienne me dit, il y avait sans doute une petite prestation d'électricien pour les branchements électriques. Et il y a une question aussi par rapport pour la mise en défense des cours d'eau. Oui. Mettez-vous en œuvre la technique de clôture déportée? Alors, les clôtures déportées, c'est quelque chose, on a essayé de beaucoup communiquer là, dans le cadre des rallyes abreuvement là, que Emmanuel vous a présenté. C'est quelque chose qu'on essaye de mettre en œuvre. Pour l'instant, on a quelques parcelles de démonstration. On a peu d'agriculteurs qui s'y sont mis, clairement. Mais c'est quelque chose vers lesquels on essaye de les amener parce que c'est quand même des clôtures qui sont beaucoup plus faciles à entretenir. Et je suppose que chez vous, c'est comme chez nous. Le principal frein à la mise en défense des berges, c'est l'entretien. C'est bon? Ouais. C'est à toi. Okay. Tu veux te mettre là? Non, je pars à là. Ou tu laisses le son et puis... C'est bon? Non. C'est bon? Ouais. Donc, on va partir maintenant sur l'abreuvoir solaire, donc sur cours d'eau. Juste un petit truc, Morgane, tu avais des questions. Je vais revenir sur ces questions juste en fin de cette intervention-là. Hein. Elles sont notées. Hein. Oui, donc là, on est sur un abreuvoir solaire en fait, qui permettait le pompage en fait, sur cours d'eau pour alimenter un bac de 1000 litres sur une petite parcelle qui était isolée en fait, dans l'exploitation de l'agriculteur. Ouais, vas-y.
Alors, en fait, la problématique de cette parcelle, c'est que les bêtes descendaient boire à la rivière où c'est lui, en fait, qui roulait l'eau pour donner à boire aux bêtes. Sauf que la descente, en fait, c'est une descente de plus de 5 mètres, en fait, qui faisait un petit peu un sentier de montagne, en fait, qui descendait à la rivière. Donc, c'était assez dangereux pour le bétail pour descendre boire. Et il n'y avait aussi aucune ressource en eau sur cette parcelle. Il n'y avait pas de source, il n'y avait rien du tout. Donc, l'agriculteur ne pouvait mettre en fait que des lots de génisses en fait sur cette parcelle. Il était obligé de rouler l'eau régulièrement et ces descentes en fait amenaient une très forte dégradation des berges et une descente d'énormément de terre dans la brame. Donc l'objectif en fait c'était déjà utiliser la seule ressource qu'on avait qui était le cours d'eau. Aussi, c'est également essayer de trouver une solution peu onéreuse pour que les bêtes aient accès à ce cours d'eau et également avoir un entretien assez facile parce que c'est une parcelle qui n'est pas très facile d'accès d'un point de vue technique. Donc, la solution trouvée, en fait, c'était de mettre en place un bac alimenté par une pompe solaire. Donc sur l'aspect technique, en fait, là où je disais que c'est assez simple en fait de mise en œuvre, nous ici, en fait, on a fourni le matériel à l'agriculteur et c'est l'agriculteur en fait, on l'a accompagné en fait au montage de son installation. Donc en fait, on est sur des installations qui sont très très simples. En fait, il suffit juste d'avoir un panneau solaire connecté à un régulateur. Ces régulateurs, soit il est connecté directement à une pompe de surface ou soit il est connecté à une batterie qui alimentera la pompe de surface. Entre les deux, ne pas oublier de mettre un disjoncteur pour la pompe en cas de surtension de la batterie. Et la pompe alimente un bac quel qu'il soit et le niveau d'eau en fait est établi par un flotteur d'arrêt. Un flotteur niveau haut, niveau bas, en fait, qui sert d'interrupteur de la pompe et qui s'enclenche quand le bac est à une certaine est bas et il se déclenche en fait quand le niveau est haut, ou l'inverse. Alors la batterie, on a des installations avec ou sans batterie. Ça marche très bien sans batterie. En fait, après, c'est psychologique parce que, en fait, comme on est sur un aménagement solaire, l'aménagement ne fonctionne qu'en journée. Les bêtes boivent en journée, mais la nuit également. Et certains agriculteurs ont du mal à voir des bacs vides ou à moitié vides, en fait, en fin de nuit. Ça les stresse un peu. La batterie, ça permet de les rassurer parce que ça permet de réalimenter, de faire fonctionner la pompe de la nuit et de réalimenter le bac la nuit. Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'on a à chaque fois qu'on note, en fait, il y a un réel stress par rapport au fait que le bac se vide et qu'il soit à moitié plein. Et c'est quelque chose de difficilement acceptable pour les agriculteurs et c'est vraiment l'usage après qui leur permet d'accepter le principe que le bac puisse être vide de temps en temps. Comment ? Donc, les conditions particulières qui sont liées à ce site, en fait, déjà, on est sur la Brame, donc c'est un cours d'eau d'un gabarit assez important, avec des eaux qui sont très chargées en matière en suspension. Et donc, en fait, il a fallu qu'on aménage un pré-filtre pour éviter, en fait, que la crépine se bouche. Donc, le pré-filtre, en fait, c'est tout simple. En fait, c'est un tuyau de PVC qu'on a criblé et à l'intérieur de laquelle vient s'insérer en fait une crépine classique. Autre contrainte, c'est la hauteur de berge de 5 mètres environ. On est entre 5 et 6 mètres en fait, de hauteur. On est sur des toutes petites pompes, donc le stress par rapport à cet aménagement, c'est à savoir est-ce que ces petites pompes en fait, pourront remonter l'eau jusqu'au bac, parce qu'on est sur des pompes de 12 volts, donc on est voilà, sur des pompes très petites et à petit débit. Pour répondre à une question qu'il y a eu tout à l'heure, on est vraiment sur des tout petits débits. On est sur des débits de 4 litres minute ou des choses comme ça. Donc, voilà, on n'est pas sur des gros débits. Donc, c'est des débits qui sont largement suffisants pour alimenter en eau un bac.
Après, c'est des débits qu'on ne pourra pas utiliser pour d'autres aménagements, hein. Très clairement, hein, parce qu'on est vraiment sur des débits qui sont très faibles. Et troisième contrainte, en fait, on est sur un fond de vallon qui est très encaissé et très ombragé. Donc, il fallait pouvoir aller chercher la lumière, le soleil, quelque part. Donc, il a fallu déporter le panneau solaire, on va dire, à une bonne vingtaine de mètres du bac. Et enfin, vingtaine de mètres, on a 50 mètres de câble électrique, en fait, entre le bac et le panneau. Et le panneau est à une altitude de 20 mètres au-dessus du bac. Voilà, donc c'est un peu le schéma qui est ici. Donc l'aménagement, en fait, il a été… Enfin, nous, on a fourni le matériel et donc c'est l'agriculteur. On a aidé l'agriculteur à l'installation de l'aménagement. Et donc, c'est l'agriculteur qui a tout mis en place, avec un bac de protection de la batterie et du régulateur, une protection également de la pompe, pour pas qu'elle prenne les intempéries. Et il a fait une dalle ciment aussi pour poser le bac. Et le bac est calé avec des parpaings. Ça, c'est pour éviter que les bêtes en fait donnent des coups de corne ou déplacent le bac et l'envoient dans le contrebas dans la rivière. De plus en plus, sur ces aménagements, on part aujourd'hui sur des bacs béton. On est de moins en moins sur des bacs plastiques. Sauf que certains agriculteurs commencent à réfléchir à avoir des systèmes transportables, en fait, parce qu'on est sur des installations qui sont très légères. Et là, j'ai quelques demandes où les gars souhaiteraient en fait pouvoir déplacer le bac et le panneau au fur et à mesure, que le bac et le panneau suivent en fait le lot dans la rotation. Donc, c'est des choses auxquelles on essaye de réfléchir. Alors, ce système, oui, peut parfaitement alimenter plusieurs bacs. On a la possibilité d'alimenter plusieurs bacs. Alors, l'idéal, en fait, en général, c'est plutôt alimenter une réserve d'eau après qui alimentera en gravitaire plusieurs bacs. On a la chance d'avoir des terrains qui sont relativement pentus et donc, du coup, de pouvoir alimenter en gravitaire. Mais c'est tout à fait envisageable. Et de plus en plus, également, on couple ce type d'aménagement à un poste de clôture électrique. Parce que quitte à avoir une batterie et une énergie électrique quelque part, ben nous, ça nous permet également d'électrifier en fait, les clôtures. Donc, sur… Tu avais une… Non? Attends, je vais essayer. Oui. Donc… Ouais, pour compléter, en fait, je dirais qu'il y a énormément de pompes solaires différentes sur le marché en termes de puissance. Donc, il faut juste avoir une bonne connaissance de son projet et adapter la puissance de sa pompe à son projet, c'est-à-dire au dénivelé qu'on a besoin de remonter et au volume qu'on a besoin de pomper. Là, Étienne, c'était une pompe pour une parcelle avec un petit débit, mais c'est des pompes qui sont utilisées, entre autres, qui ont été développées pour être utilisées en Afrique sur de l'irrigation hors réseau électrique. Donc, on peut trouver des pompes très puissantes qui vont alimenter tout un réseau. Alors, on ne va pas arroser 150 hectares de maïs avec, c'est pas ce que je veux dire, mais on peut fournir de l'eau à plusieurs lots de vaches à la fois, avec soit des systèmes, ce que disait Étienne, des systèmes de type château d'eau, en fait, on met une réserve sur le point haut de notre réseau, soit sur des systèmes de type ballon surpresseur, c'est-à-dire qu'on met l'eau en pression dans le réseau. Voilà. Je te rends la parole, Étienne. Je peux te couper. Donc, par rapport à cet aménagement, on est exactement comme le principe aussi des pompes immergées. En fait, il n'y a pas de déclaration nécessaire, en fait, car on ne rentre pas dans les rubriques IOTA, en fait, par rapport à ce type d'aménagement. On est sur un coût du projet de 1 100 € en intégrant en fait la partie valorisation de main-d'œuvre, la partie que l'exploitant a réalisée lui-même, c'est-à-dire le montage et la mise en défend des berges. Donc, par rapport aux questions qu'on avait tout à l'heure, par rapport au coût de ces projets, on est vraiment sur des projets qui sont très peu onéreux. En fait, en termes d'investissement, tout ce qui est bac, pompe, panneaux et tout ça, on est à moins de 900 € en fait, de frais matériels en fait, sur ce type d'aménagement. Donc, il y a eu une mise en défend de 230 mètres de berge.
L'exploitant aussi a trouvé un gros avantage, c'est parce que du coup les bêtes n'ont plus besoin de descendre à la rivière et des parcelles qui étaient initialement exploitées que par des génisses, aujourd'hui en fait il ne se pose plus la question, il peut mettre des lots avec des veaux dans cette parcelle sans avoir peur que les veaux tombent à la rivière et ne puissent pas remonter. Ce qui est intéressant après pour cet aménagement, c'est qu'on était vraiment sur un aménagement, on va dire, extrême en termes d'altitude, de distance entre le bac et la rivière, de distance également avec le panneau solaire. À savoir que cet aménagement-là n'a bénéficié d'aucune maintenance et ni aucun entretien depuis 3 ans. Et malgré ce non-entretien, en fait, il n'y a pas eu de panne et tout fonctionne encore parfaitement bien. Non, parce que là, on s'est aperçu quand même que le débit du tuyau, en fait, a un petit peu diminué, enfin, le débit pompé a un peu diminué, mais là, c'est parce que lié à un manque d'entretien. Mais sinon, depuis 3 ans, l'agriculteur, il est très, très content et ça a toujours marché depuis 3 ans. Hein. Et ça passait des hivers où, en plus, alors moi, je suis surpris parce que du coup, ça a même fonctionné pendant l'hiver, même pendant des périodes de gelée. Voilà. Alors, prix des fournitures et main-d'œuvre en Normandie, après, je ne sais pas. Alors, attends, je coupe. Ouais. Nous c'est entre autres la Chambre d'agriculture et aussi des agriculteurs qui, de façon individuelle, sont allés chercher aussi des fournisseurs moins chers, hein, parce que en local, au début, les fournitures, tout ce qui était fournitures solaires était vraiment hors de prix. Et finalement, on a trouvé des fournisseurs sur Internet qui étaient très bien et plutôt bon marché. Et finalement, ça a eu l'effet de lisser les prix vers le bas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Étienne, mais maintenant, on trouve sur le marché, que ce soit pompe solaire, tout ce qui est bac aussi, puisqu'on a là on n'en a pas parlé, mais on avait développé des systèmes de bac caveau en béton préfabriqués. C'est quelque chose qui était expérimental au départ, que maintenant tous les distributeurs quasiment ont. Il y a le fournisseur sur Internet. Est-ce qu'on a le droit de citer des noms? On a le droit, hein, oui. Après, si vous n'avez pas d'action dans l'entreprise, c'est bon. Hein. Tu peux répéter? Non, je disais qu'on a le droit, tant que vous n'avez pas d'action dans l'entreprise, il n'y a pas de souci. Je peux vous citer un site internet avec lequel on bosse et qui, pour nous, fait du bon boulot. C'est Solaris Store. Et ce qui n'est pas à la limite la boîte, mais c'est qu'il travaille avec des pompes Lorentz, donc c'est des pompes allemandes. Et pour des projets un peu ambitieux, c'est quand même, je pense, ce qui se fait de mieux sur ce type de pompage. Ah oui. Et après, par contre, nous, on a maintenant des distributeurs en local, pas sur la Gartempe, mais sur le sud du département, qui travaillent aussi avec les pompes Lorentz. Sur Nexon. Alors, moi, je vais parler de la copine. Oui, ça, je te le laisse. Alors, attends. Alors, vous m'entendez? Donc, c'est pour répondre aux questions de la crépine. Alors, première question, est-ce que l'agriculteur doit-il régulièrement sortir nettoyer la crépine? Oui. Bien que l'exemple que vous avez vu, en fait, en 3 ans, l'agriculteur n'a jamais nettoyé la crépine. C'est pas bien. Oui. Alors, il ne l'a jamais fait parce que la crépine est un peu particulière. Tu peux expliquer? Oui, j'allais y revenir. Alors, je crois que normalement, j'ai donné une fiche de montage de la crépine. Tu dois voir ça, Jérôme, en stock. Alors, parce que du coup, la crépine, en fait, c'est tout simple. En fait, c'est un tuyau PVC de 100, en fait, hein, sur lequel on met deux manchons et qu'on crible avec un foret de diamètre de 1 cm, quoi. Peut-on l'acheter? Je ne sais pas. A priori, jusqu'aujourd'hui, c'est moi qui les ai toujours faites pour les agriculteurs. Donc, je fais ça chez moi, je les bricole chez moi et puis du coup, je leur fournis la crépine réalisée. Mais c'est tout bête à faire, en fait. Hein. Donc, normalement, j'ai donné à Jérôme une fiche de montage de la crépine. Je ne sais pas s'il l'a en stock.
S'il ne l'a pas, je vais vous la fournir. Vous allez voir, c'est très, très simple. Ça y est, je l'ai retrouvée. Je vous la mets en lien. Donc là, c'est la fiche pour la crépine, le montage en tout cas des panneaux solaires comme la diapo que tu nous as présentée, plus celle de la crépine. Je crois que peut-être dans l'historique, c'était peut-être quand même rappeler que c'était le Seine, je crois, qui avait bossé sur cette histoire de crépine, filtre. Oui, qui ont même d'ailleurs déposé un brevet sur une crépine filtre. Mais pour pas ce type d'aménagement, en fait, c'était pour des aménagements en gravitaire sur des prises d'eau, sur des mares, des choses comme ça. Oui. Ok. Mais en fait, la question par rapport à cette crépine à la base, c'est que les crépines qu'on trouve sur le marché, en fait, sont des petites crépines qui sont faites pour pomper dans des eaux propres, on va dire. La difficulté de pomper en cours d'eau, en fait, c'est qu'on a beaucoup de matière en suspension et de la matière grossière. Et on est obligé de faire en fait un pré-filtre. Alors, il y a plusieurs solutions qui peuvent être mises en œuvre. Hein. Une solution, ça peut être également de créer un genre de bac pré-filtre dans la rivière et pour pouvoir pomper dans ce bac-là. Nous, on trouvait que ça faisait un peu gros comme installation, puis ça augmentait le coût de l'aménagement. C'est pour ça qu'en fait, on a eu l'idée de faire des pré-filtres en, fait, en prenant ce genre de tuyau PVC qu'on crible. Et puis, voilà exactement le filtre lérifié, c'est ça, tout à fait. Et en fait, ça marche très très bien. Hein. Enfin, celle-là, par exemple, ça fait 3 ans qu'elle est dans l'eau, qu'elle n'a jamais été nettoyée, et puis elle fonctionne toujours. Bien que normalement, enfin, ce qui était conseillé à l'agriculteur, c'était quand même de la sortir régulièrement pour la nettoyer. Hein. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Ok, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Bon, on arrive à peu près à l'heure de déjeuner. On n'est pas trop mal dans le timing. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, ma foi. Est-ce que vous, de votre côté, les intervenants, vous avez fait passer les messages qui vous paraissaient importants? Ah, aussi, une promesse que je n'ai pas tenue, Morgane. Ah oui. Par rapport aux interventions, par rapport aux 86, alors à vrai dire, c'est vrai qu'on n'a pas fait d'animation particulière avec les syndicats du 86 par rapport à ce type d'aménagement. On fait visiter à la demande, hein, s'il y a des personnes qui demandent, nous on fait visiter ces aménagements. Par exemple, on a le CIVAM 36, le CIVAM du Bois Chaud Sud, 36 qui nous avait contactés parce qu'ils étaient intéressés par ce type d'aménagement. Donc on leur a fait faire une petite visite, on a passé une demi-journée là-dessus pour leur montrer un peu ce qu'on fait et on sait que ça a porté ses fruits parce que les agriculteurs sur ce secteur en fait ont pris les choses en main et ont réalisé quelques aménagements. Donc, si voilà, c'est des personnes qui sont intéressées pour venir visiter ces aménagements, il ne faut pas hésiter à nous contacter, puis on vous fera des visites. Hein. Ouais, super. Puis quand on aura mis le lien de la vidéo, tu pourras toujours leur repasser. Et a priori, la chambre d'agriculture a de l'animation à revendre. Vous pouvez venir. Bon. Eh bien, écoutez, c'est parfait, voilà, super. Bon, en tout cas, merci Emmanuel, merci Jean-Emmanuel, merci Étienne pour ce partage d'expérience. On voit aussi que c'est un bel exemple de fonctionnement mutuel entre les syndicats, les collectivités et les chambres d'agriculture. Donc voilà, si les autres, ce n'est pas le cas, vous pouvez dire que ça existe, donc c'est possible. Voilà, et donc c'est plutôt positif pour ça. Donc je rappelle que vous aurez les liens. Bon, vous avez déjà le lien de la vidéo. On rajoutera juste le petit logo effectivement du contrat de rivière qu'on n'avait pas intégré à la vidéo pour vraiment la parfaire, mais je la laisse sur le Drive. Je n'ai pas encore trouvé de solution YouTube, mais voilà, vous pouvez la repasser. Voilà, merci beaucoup. Avant de partir, n'hésitez pas à laisser un petit message sur le chat, voir si l'expérience vous a plu. Voilà, et puis à bientôt. Demain, on parlera chantier école. Voilà, c'est quoi ce truc, usine à gaz ou pas? Est-ce que ça apporte des choses? Comment on fait? Jeudi, on parlera des mulettes, qui sont les moules d'eau douce. Voilà, qui bénéficient souvent des travaux en cours d'eau et puis qui du coup
eh bien, voilà, faut adapter ces travaux aussi à leur cycle de vie. Et puis, vendredi, on touchera au thème de l'urbanisme qui est en soi, pareil, un univers complet. Voilà, merci beaucoup et puis bon appétit et à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.